Bonjour tout le monde, en C++, nous avons précédemment parlé de pas mal de types de conteneurs et nous avons ensuite une vidéo dédiée aux itérateurs parce que c'était une notion que je voulais vraiment développer avec vous et qui était très importante pour la suite, puisque dans cette séance, nous allons aborder ensemble quelques algorithmes qui vont, pour la plupart, comme vous allez voir, travailler avec des itérateurs. Donc c'est pour ça qu'il fallait vraiment aborder les itérateurs avant, pour bien comprendre aussi comment tout ça s'organise, s'articule et fonctionne. Et maintenant, on va retrouver plein d'algorithmes dans la bibliothèque de C++ qu'on va pouvoir utiliser dans nos programmes en utilisant, pour, comme je vous dis, la plupart, les itérateurs avec ce qu'on a vu ensemble précédemment. Je ne vais pas vous énumérer bien sûr toutes les fonctionnalités qu'il y a, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je vais garder en tout cas rester sur les fonctions, on va dire, qui me semblent les plus essentielles, qui permettent de procéder à tout un tas de manipulations différentes. On va les noter en plus comme ça au fur et à mesure, ça me permettra de savoir ce qu'on a vu ensemble, et comme ça de ne pas oublier en tout cas celle que je veux aborder avec vous. On va déjà importer le fichier d'entête, qui va contenir en tout cas la plupart des algorithmes que nous allons manipuler, donc algorithm. On va voir comme ça ce fichier d'entête là, et on va pouvoir utiliser beaucoup d'outils pour pouvoir procéder à des opérations qu'on fait très souvent en programmation, que ce soit du tri, de la recherche, même de la recherche de sous-chaînes, de faire du remplacement de chaînes, etc. Voilà, de vérifier des égalités, on va voir beaucoup de ces opérations là dans cette séance. Justement, commençons par une méthode, je crois qu'on avait vu précédemment, mais sur un seul type de conteneur, sachant qu'ici nous allons voir quelque chose de plus global, à savoir fill. Donc je vais le noter comme ceci, bien sûr, qui va permettre de remplir une valeur avec quelque chose. On l'avait vu normalement, puisque ça existe, on peut le retrouver sur certains types de conteneurs, pas tous, mais ici on va avoir un élément en tout cas complet. Donc on va travailler avec un vecteur, ça ira très bien. Vecteur d'entier. Voilà. Ici, à la rigueur, on peut mettre même. On va mettre la même chose, mais on va laisser tel quel 2, 3, 4, 5, parce que si on veut le remplir en plus avec la même valeur, c'est bien d'avoir ça. Voilà, l'affichage qu'on va avoir du code qui va être utilisé pour d'autres fonctions nous servira. Comme ça on a l'affichage avant et après. Ici, je vais utiliser stdfill sur le vecteur et je vais tout simplement remplir, d'accord, avec une valeur, donc avec quoi on veut le remplir. Mais ça, c'est comme on aurait fait dans certains outils, puisque ici en fait on va travailler avec un itérateur. L'intérêt, encore une fois, on l'avait dit précédemment, c'est que l'itérateur permet d'avoir un code plus générique. Souvenez-vous de ça, c'était très important. Et justement, comme beaucoup de types de conteneurs travaillent avec les itérateurs, on a ce mécanisme-là qui est en interne, eh bien on va se servir à nouveau de ces itérateurs pour pouvoir procéder à des opérations via toutes ces fonctions qu'on a ici, tous ces algorithmes en C++. Donc là, en gros, on a la méthode fill qui nous dit simplement qu'on va pouvoir remplir donc une collection d'un certain type d'éléments, d'une certaine valeur, et on choisit en fait la fourchette sur laquelle on opère. Si on veut travailler sur l'ensemble de la collection, eh bien ça va être très simple. On va tout simplement passer en premier paramètre un itérateur sur le début du conteneur, et ensuite, en second paramètre, un itérateur sur la fin du conteneur. En faisant ça, ça veut dire simplement que vous faites un remplissage sur l'ensemble de la collection. L'avantage, si vous vous souvenez de tout ce qu'on a vu précédemment, c'est qu'on peut faire de l'arithmétique après avec les itérateurs. Donc à tout moment, vous pouvez dire, eh bien en fait, j'effectue le remplissage ici que sur les 2 premiers éléments, que sur les 3 derniers, ou alors tous les éléments mais à partir du second, et ainsi de suite. On peut vraiment faire tout un tas d'opérations diverses en fait de cette manière. Donc nous on va faire ça, et je vais dire ici, eh bien je remplis de 0, tout simplement. Donc là c'est vrai qu'on va gagner pas mal de temps, on va avoir quelque chose de le plus générique possible, et ça va vraiment être très pratique pour toutes les manipulations qu'on veut faire par la suite. Donc on avait bien 1, 2, 3, 4, 5 au départ, et après le remplissage, on a bien fait le remplissage sur l'ensemble des éléments de notre conteneur. Donc l'avantage, c'est que vous pourrez adapter ça si vous voulez vous exercer par la suite. Comme moi je vous montre généralement que quelques exemples, je ne travaille pas sur tous les cas possibles, ce serait impossible de toute façon à aborder. Vous pouvez après adapter toutes les méthodes qu'on va voir ensemble sur cette vidéo, et tester avec d'autres choses, de faire par exemple un remplissage sur quelques valeurs seulement, et de voir un peu comment ça fonctionne. Donc là, on a de l'itérateur,
Donc l'avantage, c'est qu'à tout moment, si ce que vous avez ici est autre chose qu'un vecteur, d'accord, une chaîne de caractères par exemple, vous pourrez procéder à la même opération. Voilà, vous voyez ça encore une fois comme quelque chose de générique qui dit en fait ici je remplis une collection, je remplis un conteneur d'une valeur. Donc nous travaillons avec des itérateurs et les itérateurs fonctionnant avec tout un tas de types de conteneurs, y compris des chaînes de caractères, eh bien on pourrait en fait utiliser des fonctionnalités sur plein de types différents. Et c'est là tout l'intérêt sans jamais en fait avoir à retoucher ce code-là. Donc c'est quand même le côté bien pratique. Alors, donc ça c'est première chose. On va revenir maintenant sur autre chose, je vais créer un deuxième vecteur, je vais enlever ça, sur la possibilité de vérifier des égalités, parce qu'on peut utiliser certains opérateurs pour vérifier des égalités, mais parfois on veut avoir un peu plus de souplesse en tout cas, et pareil un peu plus de généricité à nouveau, puisque vous comprenez que, et on le verra sur une vidéo dédiée, eh bien les opérateurs ne sont pas forcément utilisables pour tous les types qu'on pourrait avoir en C++, donc c'est un code qui n'est pas forcément générique, là où encore une fois avec des algorithmes, on s'assure d'avoir le code le plus générique possible. Donc ici, je vais faire un copier-coller, ça ira très bien. Voilà. Avec one, c'est vrai que, hop, comme ceci. Et ici, je vais vérifier tout simplement que mes deux vecteurs en fait sont égaux. D'accord ? Ça revient à utiliser la méthode equal. Celle-ci va prendre, et ça on va retrouver très très souvent dans ce que je vais vous montrer qu'au niveau des algorithmes, et bien là on va travailler sur deux conteneurs. Donc pareil, vous allez pouvoir faire le traitement sur la partie que vous voulez. Nous, pour faire plus simple sur la vidéo ici, pour pas se prendre la tête, on va le faire sur l'ensemble des conteneurs, parce qu'on veut vérifier que les deux au global d'accord sont égaux, donc il faut prendre la totalité. Et dans ce cas-là, premier et deuxième argument, eh bien le début et la fin du premier vecteur. Et ensuite, troisième et quatrième argument, le début et la fin du second. Donc là on commence à avoir pas mal de code. En plus comme j'ai zoomé pour vous sur la vidéo, évidemment ça rajoute pas mal de choses. Alors j'aurais pu mettre ça dans une variable intermédiaire parce que ça va renvoyer un booléen, évidemment, ici. Et donc si on a une égalité, on observera tout simplement, eh bien, on rentrera ici dans la condition et ça nous indique bien oui. Voilà, et bien sûr si à tout moment je viens changer le vecteur, comme l'itérateur se fait du début à la fin, eh bien il va vérifier tout ça, il va voir qu'on n'a pas quelque chose d'égaux, puisque voilà, vous voyez que le deuxième vecteur n'est pas identique au premier. Ou l'inverse d'ailleurs, ça fonctionnerait en fait, puisqu'ils sont tous les deux différents. Voilà, donc ça, possibilité également, bien pratique, qui permet d'avoir à nouveau un code générique, puisqu'on travaille ici avec des itérateurs partout, et ça fonctionne très bien. Donc on pourrait faire ça avec une chaîne de caractères aussi, bon même si avec une chaîne de caractères on utilise de double égal, on se prend pas trop la tête avec ça, mais encore une fois, si on devait faire des traitements sans se soucier du type qu'on a derrière, d'accord, sur lequel on le fait, eh bien on va privilégier les algorithmes qui vont donc pouvoir travailler sur différents types de données. C'est là tout leur intérêt. Maintenant qu'on a vu ça, on peut voir des choses concernant de la recherche, quelque chose qu'on fait très très souvent. Par exemple, on veut chercher un élément dans une collection. Alors ce que je peux faire ici, c'est travailler sur les chaînes peut-être. Non, on va faire ça. J'enlève parce que comme j'ai rajouté plein de codes très vite, qu'on soit pas trop perdu, parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer quand même. Donc ça va être find. Et ici, on va faire directement... Alors, ça va nous renvoyer bien sûr un élément, donc en fait ce qu'on va faire c'est... Je vais faire un result, et on va récupérer ce résultat depuis std_find, et là, vous allez pouvoir choisir en fait, pareil, la manière dont vous cherchez en fait l'élément. Moi je veux chercher sur la totalité de ma collection, donc à nouveau, std_begin, voilà, je veux travailler du début jusqu'à la fin, et je veux rechercher par exemple l'élément 3. Alors si je l'affiche pas, ça va être compliqué. Donc, je vais assez vite à écrire encore une fois la syntaxe. C'est assez classique. On va retrouver très souvent ce qu'on a. Et là, j'ai voulu sûrement... Oui, parce que j'affiche quelque chose que je peux pas. Alors ça tombe bien parce qu'on le verra avec la surcharge opérateur plus, oui. C'est pas ce qu'on veut faire. Mais en fait, on va pouvoir récupérer directement la valeur, en fait, pour voir si on a l'élément qui a été trouvé.
Donc il faudra simplement, parce que ça va renvoyer en fait un itérateur, c'est-à-dire ce que vous avez remarqué dans beaucoup d'algorithmes, comme on recherche en fait dans ce conteneur, et bien il va parcourir en fait tout simplement la collection, et s'il a renvoyé bien la fin, d'accord, de la collection, donc on est sur le conteneur en fait de fin, donc c'est en fait lui, std-end, et bien automatiquement c'est qu'a priori, eh bien on n'a pas trouvé l'élément. Donc ça, ce qu'il faudrait faire éventuellement, je n'utilise pas forcément des noms les plus explicites, en tout cas les plus précis possibles. En plus, ça va raccourcir un peu l'écriture ici, donc ce sera quand même plus pratique. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement, si, donc tout ça, d'accord, toute la vérification qu'on a fait ici, est différente de end. C'est-à-dire que si en gros, en faisant la recherche de l'élément 3 dans l'ensemble en fait de cette collection, ce qu'on va de begin à end, qui part du début vers la fin, et qu'on voit que ce retour est différent de l'itérateur qui pointe vers la fin de la collection, donc en gros pour dire qu'il a tout parcouru sans jamais trouver l'élément, et bien dans ce cas-là, il a trouvé l'élément en question. Donc à nouveau, on peut faire ceci. Donc on va voir comme ça différentes vérifications. J'ai oublié un petit point virgule, c'est possible. J'ai écrit un peu vite. Voilà, mais là bien sûr il l'a trouvé puisque l'élément 3 existe. Si maintenant j'essaie de chercher la valeur 33, vous comprenez bien qu'on ne rentrera pas dans la condition comme tout à l'heure. On peut faire ceci. Donc ça c'est un comportement qu'on vous allez remarquer très souvent dans les algorithmes. Puisqu'on travaille encore une fois avec les itérateurs, je vais le répéter très souvent dans cette séance, forcément il va parcourir l'ensemble des valeurs qu'on a, entre la fourchette, dans la fourchette, les bornes en tout cas, qu'on a indiquées, et s'il est arrivé à la fin, et bien en fait le retour de beaucoup de méthodes comme ça, et bien quand on n'a pas trouvé, quand ça n'a pas réussi en fait à trouver ce qu'on voulait, et bien ça va renvoyer en fait ceci, std-end, de ça pour nous indiquer, je suis arrivé au bout, voilà, je suis au bout de la collection, donc ça signifie que je n'ai rien trouvé. Plutôt que de renvoyer en fait un booléen. C'est pour ça que tout à l'heure voilà, je faisais comme si ça renvoyait un booléen, parce que non, on avait ça avec d'autres méthodes, notamment equal, mais pas forcément pour toutes. Bon, ça arrive des fois qu'on confonde entre l'une et l'autre, donc il faut faire attention. Et voilà ce que nous avons. Pour find en tout cas, pour vérifier, chercher en tout cas un élément. Pour changer un petit peu, parce que ça on le fait quand même plus souvent, vous savez quand on fait de la recherche d'une sous-chaîne dans une autre, donc les fameuses les fonctions ou méthodes substring qu'on a dans beaucoup d'autres langages de programmation, et bien ici on va avoir, pour travailler avec ça, search, qui fonctionnera encore une fois de manière plus générique, donc c'est pas forcément avec des chaînes de caractères, mais là l'intérêt c'est, par exemple on va chercher un ensemble de caractères dans une chaîne, et on va voir en fait si on le trouve. Comme on pourrait chercher un ensemble d'éléments dans un vecteur, on pourrait faire tout à fait ça. Mais là on va changer un peu pour pas faire toujours sur le même type de données. On va faire string, et ici on va chercher bonjour. Voilà, je vais enlever ça. Et on va pouvoir travailler avec search. Search va travailler avec, alors il nous faudra le mot, ce qu'on cherche en fait. Moi je vais appeler ça comme ça. Donc on va chercher joue, comme ceci, et on va travailler bien avec les itérateurs de ça et les itérateurs de ça. Autrement dit, à nouveau, puisque si ce n'est pas trouvé, ça va nous renvoyer un itérateur vers la fin, et bien de là où on cherche, c'est-à-dire là-dedans, dans cette chaîne-là. Donc ce qu'on va faire, c'est ça qu'il faudra que je les enregistre avant. On va tout enregistrer en fait ici. On va faire sbegin, auto d'ailleurs, parce que sinon ça marche moins bien. Parce qu'en plus ça évitera d'avoir une condition à rallonge, parce que sinon ça va faire plein de choses. Donc on va faire ça comme ça, plus pratique. Début, fin. Encore une fois, je pourrais même utiliser des itérateurs constants, puisque nous faisons que de la lecture ici, je vais pas faire de modification. Donc on pourrait très bien faire ça aussi. Et ensuite, search begin. Et tout ça sur end, parce que ça va avoir son importance. En fait, c'était term ici. Donc c'est ça, début, fin, début, fin. Et là, end, évidemment, parce que les copier-coller, il faut faire attention, il faut pas faire ça. Ne pas reproduire chez vous.
Et ici, search. Donc en cherchant depuis le début jusqu'à la fin de ce conteneur, et bien chercher cette expression. Donc en fait, c'est un ensemble de valeurs ici et ici. Et si tout ça, bien sûr, est différent et bien, de la fin de là où on cherche, c'est que nous avons à nouveau trouvé. Comme pour find, tout pareil. Donc, à nouveau, on retrouve ce comportement-là assez classique. Donc là, normalement, si j'ai pas noté n'importe quoi, le texte, il va le trouver. Sinon, ça serait très embêtant. Vous voyez que ça marque bien oui. Donc il trouve bien la suite de caractères JOUR minuscules dans bonjour. Effectivement, c'est ici. Il n'y a pas de problème, donc c'est bien trouvé. Si je venais à vouloir mettre autre chose, joueur par exemple, bonjour notamment, et bien là, on ne rentrera plus dans la condition. Je monte toujours les deux pour voir qu'il n'y a pas de problème, d'accord, que ça fonctionne bien comme attendu, qu'il n'y a pas de souci de ce côté. À nouveau, voilà, plein de possibilités, je vais le mettre ici, puisque ça se ressemble quand même, on fait un peu la même chose, c'est tout de même bien pratique ici. Alors on en a plein, comme ça, des méthodes, on va continuer d'en voir d'autres, on voit qu'on a un quart d'heure de vidéo, donc on a encore pas mal de petites choses à voir, même s'il y en a qui vont être un peu plus rapides à utiliser, mais je voulais vraiment que vous voyez ça, parce que je sais que c'est des choses qu'on fait très souvent en programmation, comme manipulation, donc c'est important de le voir. Justement, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de compter le nombre d'occurrences. Parce qu'autant sur nos conteneurs, on avait des méthodes pour compter le nombre d'éléments, d'accord ? Par contre, le fait de compter le nombre d'occurrences d'un élément précis, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément, et c'est quelque chose qu'on aimerait bien. Ce serait pratique d'avoir ce genre de choses-là. Donc là, dans bonjour notamment, on va rester sur ce type-là, ça ira très bien. Et bien, je vais pouvoir compter le nombre d'éléments. Je vais faire un stdc out. Ouais. Et ici, std count, donc je vais le noter ici. Bon, je note directement sur le texte, mais c'est encore une fois pour pas avoir plein de choses dans l'affichage. Une fois, on est juste sur un petit exemple. Donc, on va compter le nombre d'occurrences, le nombre de fois qu'il y a le caractère O minuscule dans cette chaîne-là. Je travaille depuis le début de cette chaîne jusqu'à la fin, parce que je veux encore une fois faire le traitement sur l'ensemble de la chaîne, et je recherche ce caractère-là qu'il va falloir compter. Donc vous voyez, on a encore une fois de la recherche aussi sous-jacente, c'est pour ça qu'on a vu ça avant, parce qu'en fait, pour pouvoir compter ici, il va bien falloir parcourir aussi, travailler avec les itérateurs, et donc chercher le nombre de fois qu'on a cet élément-là, et puis incrémenter un compteur pour avoir directement l'affichage. On compile à nouveau, et on a bien deux occurrences de O minuscule dans bonjour, c'est effectivement le cas pour ceux qui en auraient douté, donc ça marche très bien aussi. Voilà, plein de possibilités comme ça. On continue, on va avancer un petit peu avec deux autres méthodes. Sort qui va permettre de trier des éléments et reverse qui va permettre de les inverser. Donc ce que je peux faire ici à nouveau, c'est on va repartir sur vector. On utilise très souvent un vector, ça marche bien. Pour les exemples en tout cas ça marche bien, toujours pratique. Voilà, sort, on travaille à nouveau, parce que c'est-à-dire que là, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de d'effectuer le tri sur la totalité de la collection. Encore une fois, voilà, vous le faites encore une fois depuis la base, le début jusqu'à la fin que vous voulez. Moi, pour les exemples, je le fais sur la totalité, mais vous adaptez encore une fois comme vous voulez en fait par rapport à ça. C'est vraiment, c'est vous qui voyez. Il n'y a aucune obligation en fait là-dessus. D'ailleurs, const, un petit const quand même. On n'est pas obligé parce que c'est pas grave, mais voilà. Question d'habitude. Faisons ça bien. Hop. On va afficher les éléments triés. Alors bien évidemment, le tri, encore une fois, selon les types, c'est pas simplement trier comme des entiers. On aurait d'autres facteurs qui entrent en compte. Mais là, voilà, pour ces types-là, en tout cas, ça pose pas de problème. Et on peut effectuer du tri, en tout cas, rapidement. Sinon, donc j'ai fait ça. Je peux également faire un petit reverse. Donc reverse. Alors là, bon, dans l'idéal, on va quand même écrire les mots au complet. Je sais qu'on veut pas trop perdre de temps non plus. On va peut-être pas exagérer. D'ailleurs, ici,
Ça, c'est de faire d'autres langages de programmation. Après, on se met à remettre des égales. Mais... hop, mais non. Donc, begin, end, on a ça. Begin, end. Et ensuite, à nouveau, on fait un reverse sur begin, end. Et là, on y va. Donc on peut bien sûr cumuler différents traitements, c'est vous qui voyez. Et là, donc on a effectué un tri par ordre croissant des différents éléments qui sont des nombres entiers dans le vecteur. Et ensuite, on a inversé ces éléments. Donc ça les attribue de manière décroissante. Voilà, on a des possibilités comme ça qui fonctionnent très très bien aussi. Donc deux méthodes bien pratiques avec un traitement qu'on a très souvent besoin de faire en programmation, ça va de soi. Puisqu'on en est dans la manipulation comme ça d'éléments dans un conteneur, il y a aussi, parce qu'on a vu comment faire récupérer finalement, enfin vérifier qu'il y a bien une sous-chaîne en fait dans une autre, d'accord. En fait oui, c'est vrai que je parlais de substring, mais en fait on faisait pas de l'extraction. Substring c'est de l'extraction, c'est pas de la recherche, donc en plus j'ai des bêtises. Et ici, ce qu'on va faire, c'est de remplacer une partie par une autre, d'accord. Donc là... steady string. Très recherché, attention, bien sûr. Ça va de soi. On retourne ici. Hop. Et qu'est-ce qu'on a vu? Alors, on en est, ouais. Donc là, on va aborder ça. Ouais, je peux le mettre... Après, bon, c'est pas forcément... Enfin, si, c'est de la recherche, donc je vais le mettre ici. Pas obligatoire, c'est pour les notes. Hein. STD replace. STD replace, pareil. Le début, la fin, là où vous travaillez, l'élément à rechercher. Donc là, il y a de la recherche à faire et l'élément que ça va remplacer en fait. Enfin, quelle valeur en tout cas ça va remplacer. Donc ici, std replace begin end. Je veux qu'il me cherche les O, voilà carrément, et qu'il les remplace par des i. Donc vous voyez, attention, bien des simples guillemets, parce qu'on a des caractères et pas des chaînes, dans ce cas précis. Donc c'est une possibilité, encore une fois, quelque chose de tout à fait générique. Donc comprenez que là, je fais des remplacements de caractères par un autre, vous pouvez remplacer de la chaîne complète par autre chose, dans un vecteur, vous pourrez remplacer un entier par autre chose. Vous voyez, on travaille en fait indépendamment des types, on est sur quelque chose de générique. On peut faire ces manipulations avec des chaînes, des caractères, des entiers, des nombres à virgule flottantes, ou d'autres types éventuellement. Donc c'est là tout l'intérêt. Pensez toujours plus global et pas vous dire bah, ça fonctionne que dans un type pour un type de données précis et pas pour les autres, parce que là on est vraiment sur du générique et donc ça fonctionne partout. Et ça c'est vraiment le côté bien pratique dans ce genre de manipulation qu'on a ici. Et vous voyez qu'on a bien remplacé tous les caractères O minuscules par des caractères I minuscules et ça a donc remplacé tout ça dans la chaîne qu'on avait. Donc ça, une opération qu'on fait aussi très régulièrement en programmation, en web, etc. On est souvent amené à faire du remplacement dans une chaîne ou autre, d'ailleurs pas que dans une chaîne, donc c'est le genre de méthode bien pratique. Je vais aller assez vite, parce que j'ai en tête ça, mais c'était bien d'en reparler, on l'avait vu sur quelques types de conteneurs, hein, comme pour fill, donc tant que je l'ai en tête, on va le revoir aussi, parce que rappelez-vous par exemple d'enlever, donc je ne vais pas remontrer du code, mais ça permettait par exemple d'enlever des éléments dans une collection. Donc admettons dans un vecteur je veux enlever la valeur 5, bah, il suffirait de faire erase, et de dire dans le vecteur qu'on a, on retire la valeur 5. On l'avait déjà utilisé pour certains types de conteneurs, mais comme c'est pas forcément une méthode qui est disponible pour tous les types de conteneurs, et bien là, avec l'algorithme qui lui est plus global, ça fonctionnera en fait très bien, donc ça fait son travail en tout cas ici. Donc vraiment, côté pratique, on a normalement une méthode std remove qui utilise, elle, les itérateurs, d'accord, mais personnellement je conseille d'utiliser ça, c'est plus pratique. Voilà. Pour utiliser remove si vous voulez, si vous avez besoin notamment de faire une suppression sur par exemple une partie précise éventuellement, mais si vous voulez supprimer tous les éléments bien précis d'un conteneur, utilisez ça, ça prend que 2 paramètres, ça va très vite, ça fait le travail comme il faut aussi. Voilà pour ça, qu'est-ce que on peut voir d'autre? Parce qu'on a vu remplissage égalité, on a vu tout ça, on a vu ça, on a pas mal d'éléments. Ah, parce que je vous parlais notamment de fonctions qu'on voit beaucoup dans d'autres langages, qui font penser un peu à de la programmation fonctionnelle aussi. Et on va en voir une autre, parce qu'on fill, on l'avait déjà vu dans certains types de conteneurs, on avait vu erase aussi, et on avait vu notamment ça, pour certains types de conteneurs, mais pas tous.
Donc là, pour montrer que ça marche même sur autre chose que du conteneur, ce qui est bien, c'est que je peux faire ça. Ça, c'est souvent d'ailleurs le petit exercice qu'on fait faire aux gens en programmation, comment switcher de valeur de variable. Dans beaucoup de langages de programmation, vous devez passer par une variable intermédiaire. Pour faire stocker par exemple une des valeurs dans une variable temporaire, vous faites l'inversion et ensuite vous récupérez ce que vous aviez sauvegardé précédemment. Ici, alors on va quand même afficher ça, on a le temps. Alors c'est A. C'est un vrai exercice de ne pas oublier des double guillemets, tout ça, surtout quand on enregistre une vidéo. C'est un vrai exercice, de ne pas oublier la moitié des choses qu'on écrit. Mais tout va bien. Et ici, std swap, j'inverse la valeur contenue dans A et dans B. Et d'une seule petite méthode. Donc là, on gagne vraiment beaucoup de temps. On inverse les deux valeurs. Et ça fonctionne très très bien. Donc pas besoin de passer par une variable intermédiaire en C++. Vous pouvez procéder de cette manière-là. Ça fonctionne très bien. Pour terminer cette vidéo, cette petite séance en C++, cette séance en C++, il n'y a rien de petit, on va voir quelques méthodes bien pratiques pour effectuer un traitement sur l'ensemble ou quelques éléments, si on voulait, on pourrait très bien le faire, d'un conteneur. Pour ceux qui font notamment de la programmation en JavaScript, c'est des méthodes qui vont beaucoup vous parler parce qu'on en utilise très régulièrement. En programmation fonctionnelle aussi, on a souvent l'habitude de ça, pour dire en fait, eh bien, pour chaque élément, rappelez-vous, jusqu'à présent, on pouvait dire pour chaque élément de la collection, tu me l'affiches. On faisait une boucle for each, donc for, comme je l'ai fait tout à l'heure, en fait, quand j'affichais la totalité du vecteur de ces éléments. Et bien ici, on va retrouver for each, donc cette méthode-là, et d'autres aussi, je les note avant de les oublier. On a all off, normalement c'est comme ça. On a ensuite un équivalent de any off, et pour terminer, none off. Commençons par celle-ci. Vous allez voir que c'est très simple. L'intérêt, c'est de dire, on part en fait d'une fourchette de valeurs, on travaille à nouveau avec les itérateurs, comme tout à l'heure. Donc là, si on voulait faire un std vector, on va refaire. Finalement, on n'aura jamais autant utilisé un vecteur comme exemple. Voilà ici. Rappelez-vous, quand on faisait un simple affichage, bon. D'accord. Oups, qu'est-ce que j'ai appuyé sur quoi? Okay. Voilà, on pourrait faire ça. Si je voulais faire l'autre exemple en utilisant cette méthode, on pourrait le faire. Alors bien sûr, si c'est juste pour faire un parcours pour afficher les éléments, ça n'a pas d'utilité de faire avec l'exemple que je vais vous montrer. Mais simplement pour montrer que c'est une base, et ensuite après, on peut effectuer un peu les traitements qu'on veut. Et c'est là tout l'intérêt qu'il peut y avoir. Le but, c'est de dire for each. Pour chaque élément, pareil, dans la fourchette qu'on veut, donc moi je veux travailler sur l'ensemble, donc je dis ça et ça, itérateur de début, itérateur de fin, et bien tu vas faire par exemple print elements. Print elements, bon ça n'existe pas, parce qu'on va créer cette fonction. Void print elements. Comme on est sur un parcours, vous voyez, on travaille sur des itérateurs, donc il est sur un élément actuel. Ici, c'est un vecteur d'entier, donc on manipule des entiers. Oula, j'ai mis ça dans main, pardon. Ici, d'accord. Et là, on va faire simplement n. Donc vous voyez un petit peu le mécanisme. Encore une fois, dans d'autres langages de programmation, vous avez peut-être eu l'habitude d'utiliser ce genre de fonction, ce genre de méthode, où en fait on fait passer une callback, donc une fonction de rappel. On appelle dans un argument de fonction ou de méthode, eh bien on nomme en fait une autre fonction qui va être appelée pour dire voilà, tu dois commencer de là, terminer là ton traitement, et tout ce que tu vas rencontrer, donc ici 1, 2, 3, etc., eh bien tu le passes en paramètre de cette fonction. Et dans cette fonction, ici on ne fait que ça. Encore une fois, on pourrait mettre n'importe quel autre code, on fait ce qu'on veut, mais ici, pour l'exemple, pour rester simple, on fait un simple affichage et ça fait très bien l'affaire aussi. On va recompiler pour être sûr que j'ai pas noté une bêtise rapidement au passage, et vous voyez qu'on a bien parcouru l'ensemble des données. Donc l'avantage déjà, ça permet de factoriser les choses. Vous pouvez faire un traitement en particulier ici, faire des conditions, des tests, des vérifications, sans problème. Et comme ça, on a vraiment plusieurs, en tout cas, possibilités ici. Donc vraiment, c'est le côté quand même qui est très pratique. Pour cumuler en tout cas
Bon, pour retrouver un peu cet équivalent, nous avons ceci. Ça, ce sont 3 méthodes, et on terminera bien sûr la vidéo avec ça, qui sont assez intéressantes. Ici, vous allez en fait pouvoir valider quelque chose si le traitement que vous effectuez a été validé sur tous les éléments. Donc all of, tous les éléments de votre conteneur. Ici, c'est pour n'importe quel élément, et ici, c'est pour aucun. Donc ici, si tout renvoie vrai, ça valide. Ici, au moins ici, un renvoie vrai, ça valide, et ici il faut que tout le monde renvoie false, donc il faut qu'il n'y ait aucun élément qui valide en fait un traitement. Par exemple, vous voulez faire une vérification, si aucun n'a validé la chose, eh bien c'est bien, c'est ce que vous vous attendiez en tout cas au niveau de votre traitement. Donc là, ce qu'on peut faire, alors l'exemple va être un peu particulier, mais on va pouvoir faire ça. Vérifier très simplement, parce que en réalité on pourrait faire beaucoup plus de vérifications que ça, et bien qu'on a une valeur qui est paire. Donc c'est simplement de vérifier que n modulo 2 est égal à 0. Donc vous voyez que ici je fais une fonction qui renvoie un booléen, c'est très important. Et là, ce que je vais dire, c'est que pour tout l'élément que j'ai ici, d'accord, il va falloir, alors je vais tout enlever, hop, on va passer un, on peut faire directement un cout. Voilà. Et ici, je lui passe, on va le faire sur tous déjà, all of, donc c'est des begin avec ça change pas, et isPair, cette fonction là. Donc il va vérifier pour chaque élément de mon conteneur, faire appel à cette méthode qui renverra un booléen pour chacun des traitements, et si tous les éléments, donc à chaque itération ça a renvoyé vrai, et bien ça validera l'ensemble des traitements effectués. Donc là, vous voyez, on cumule tout un tas de fonctionnalités supplémentaires pour que cela fonctionne. Donc là, évidemment, ça renvoie 0. Pourquoi? Parce qu'ici, il aura renvoyé false. Voilà, donc en fait, ça va pouvoir s'arrêter là. Parce qu'à partir du moment où il y a au moins une fois dans ce cas de figure, et bien, un false qui est renvoyé, et bien ça sert à rien de continuer. Voilà, c'est trop tard, il fallait que tout soit égal à vrai. En revanche, si je m'amuse à faire 2, 4, 6, 8, comme tous les éléments sont pairs, et bien automatiquement, ça va renvoyer 1, puisque ça renverra true. Donc on aura validé l'ensemble des traitements. Donc vraiment très important. Ici on est dans du AND, d'accord. Si pour ceux qui pensent à opération booléenne, il faut dire en fait, bah voilà, ça ce soit vrai, et ça ce soit vrai, et ça ce soit vrai, et ça ce soit vrai. Donc on n'a que des opérations en AND, d'accord, booléenne. Ici on a en fait un seul, au moins un, donc c'est du OR, donc il faut au moins un seul qui soit juste. S'ils le sont tous, bah c'est très bien, mais il en faut au minimum un. Et ici, aucun. Tout doit être faux pour que ça valide en fait l'ensemble, et bien que ça renvoie en fait true pour cette fonction là, none of. Donc vous avez plusieurs possibilités. Voilà, suivant ce que vous voulez vérifier, vous avez ces 3 méthodes là qui s'utilisent de la même manière, depuis un itérateur de début jusqu'à un itérateur qui indique la fin de votre fourchette où vous vérifiez, et vous passez en troisième argument une fonction sur laquelle vous faites votre traitement. Et ça c'est vraiment très pratique, ça fait gagner beaucoup de temps, donc c'est pour ça que je voulais absolument vous la montrer dans cette vidéo, la citer pour que vous puissiez l'employer par la suite et travailler avec. On est pas mal, une demi-heure de vidéo, on a vu beaucoup de choses, je sais que ça faisait une grosse quantité, hein. Autant sur d'autres vidéos, même des fois en une demi-heure de vidéo, on voit pas beaucoup de syntaxe, pas beaucoup de choses. Là c'est vrai qu'en une demi-heure, c'était assez condensé, on a vu énormément de trucs d'un coup, donc bien sûr c'est parfaitement le genre de vidéo sur lesquelles vous pouvez vous exercer, sur lequel vous pouvez travailler, revoir plein de choses. Il y a plein d'autres méthodes. Par exemple, renvoyer le minimum entre plusieurs valeurs, le maximum. On a par exemple des choses pour faire des, pour faire des fusions, d'accord, au niveau des éléments de conteneur. On a également par exemple pour faire un tirage sur des conteneurs. Bref, on a énormément de méthodes. Mais quand je dis énormément, c'est vraiment plusieurs dizaines de méthodes en fait au niveau des algorithmes de C++. Donc n'hésitez pas à aller piocher, à vous renseigner un petit peu sur ce qui est disponible dans la bibliothèque standard, parce qu'il y a vraiment plein de choses. Donc vous trouverez plein d'éléments en tout cas intéressants pour ce que vous apprenez en programmation C++. Nous en tout cas on va s'arrêter ici, parce que vraiment on a fait le tour de pas mal d'éléments. Je voulais de toute façon faire une vidéo là-dessus parce que ça avait son intérêt qu'on aborde tout ça ensemble, et je pense qu'on a fait le tour. On va continuer un petit peu, on a pas mal de concepts encore à voir maintenant, mais vous voyez à chaque fois tout ce qu'on voit précédemment nous sert très vite, et vraiment c'est très important parce que ça nous sert directement pour les notions qu'on voit plus tard. Donc autant au début vous pouviez un petit peu galérer un petit peu à comprendre, prendre du temps, etc. pour assimiler, là vous comprenez déjà qu'à ce stade,
pour cette séance par exemple, si vous n'aviez pas compris les itérateurs, qui nécessitent d'avoir compris aussi les itérateurs, ou inversement, c'est compliqué ensuite de pouvoir travailler avec les algorithmes que je vous ai présentés dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas, prenez votre temps pour voir ou revoir un petit peu l'ensemble des choses qu'on a vues ensemble, avant de passer à la suite, puisqu'on va continuer encore sur plein d'autres notions. Ça va pas forcément être plus léger, on va avoir pas mal d'éléments quand même en termes de syntaxe, en termes de notions théoriques qui vont être abordées ensemble, donc prenez le temps bien de revoir tout ça. Si vous êtes bloqué sur quelque chose que j'ai pas forcément assez bien expliqué pour vous, n'hésitez pas en commentaire, poser des questions, à demander, voilà, et demander des éclaircissements sur ce qui vous pose encore problème, avant de pouvoir passer à la suite. A bientôt, bonne continuation en C++, et on se revoit bien sûr sur une nouvelle vidéo sur la chaîne.